Hey yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et au programme du jour, on va regarder ensemble comment ma petite Camponotus SP1 qui nous vient d'Équateur a tout simplement grandi depuis ce temps. Je n'ai pas encore pris le temps de l'identifier, comme je vous ai dit on va tout simplement attendre les majors qui seront peut-être d'une certaine aide en soi, et donc pour le moment, on va juste constater un peu l'évolution, voir ce que j'ai proposé comme setup. On voit que l'air de chasse a morflé d'ailleurs au niveau des tubes, mais ça ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, vous le savez, ces airs de chasse qui nous viennent d'AliExpress, c'est 7 par 7, franchement je les adore, personnellement c'est hyper efficace, et ça permet de lancer une multitude de fondations sans aucun problème. Comme on peut le remarquer maintenant, il y a un certain nombre d'ouvrières, franchement ça évolue plutôt bien, j'ai l'impression que c'est une Camponotus plutôt rapide quand même. Bon, ça nous vient d'Équateur, donc voilà, on a quelques indications sur le climat qu'on peut y retrouver, même si, à nouveau, comme dans certains pays, ça peut varier énormément selon l'endroit, la hauteur, le ci, le là, vous connaissez un peu la chanson. Moi personnellement, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement qu'elles sont à 26 degrés, qu'elles ont donc cette humidité via une condensation parce que je chauffe par tapis chauffant, et je sais que certains n'aiment pas voir de l'humidité dans leur setup, mais moi personnellement ça m'intéresse fortement et ça me plaît, parce que dites-vous que chez certaines espèces, il n'y a pas spécialement de trophalaxie. Bon, ici c'est des Camponotus, donc il y a énormément de trophalaxie, vous allez le voir dans la vidéo, elles s'arrêtent pas d'ailleurs, mais chez beaucoup d'espèces, elles ne font pas spécialement de trophalaxie, et si elles n'ont pas de source d'eau pour boire directement, comme je pense ça paraît con, mais par exemple des simples messors, si la reine n'a pas à boire et qu'elle sort pas s'alimenter ou ne trouve pas de source d'eau, ça peut poser problème. Alors ça, ce n'est que mon avis bien entendu, mais c'est pour ça aussi que j'adore cette condensation, parce que je suis certain en soi d'avoir une humidité bien précise, bref. On s'écarte déjà du sujet initial, bon, on commence à me connaître aussi. Alors, vous l'avez certainement déjà remarqué dans les images, mais on assiste à l'ouverture d'un cocon. Et oui, lorsque j'ai commencé à filmer, je me suis rendu compte que, outre la protéine qu'elles avaient rentrée dans le tube pour s'alimenter, elles sont également en train d'ouvrir des cocons. Pas un seul, d'ailleurs vous allez le voir, il y a 3 ouvrières qui sont récemment venues au monde, dont une où elles sont encore en pleine activité dessus. Et ça c'est hyper intéressant. Comme vous le voyez, juste après que le cocon soit ouvert, elle retire donc tout simplement cette nouvelle ouvrière, qui, dans un premier temps, on pourrait se dire, mais elle est dans un sale état, mais absolument pas. En fait, lorsqu'elle tisse son cocon, etc., et qu'elle se transforme, qu'elle nymphose, en fait, elle garde, je vais dire, des particules entre ses pattes, notamment qui l'empêche de se déplacer d'elle-même. Donc c'est-à-dire que si les ouvrières ou la reine ne fait pas ce travail pour la libérer en soi de toutes ces petites particules qui collent en soi, vous allez le voir, eh bien elle ne peut pas bouger comme elle le souhaite. Généralement on remarquera que dans un premier temps elle va bouger les mandibules parce que celles-ci ne sont pas accrochées, donc on pourra remarquer qu'elle est bien en vie grâce à cela, et ensuite on va voir que petit à petit les ouvrières, même si ça peut paraître barbare, vont tirer sur les antennes, tirer sur les pattes et défaire par petits morceaux, je vais dire, toutes ces particules qui sont encore entrelacées entre ces 6 pattes tout simplement. Donc ça c'est hyper intéressant, on a vraiment un moment très très sympa d'observation. On peut, je veux dire, voir assez régulièrement quand on possède plusieurs colonies justement des ouvertures de cocon, parce que forcément, voilà, c'est des cycles, ça évolue, ça peut se remarquer, mais je trouve que ce moment est toujours magique. Et ici, sachant que la coloration de ces ouvrières à cette reine sont assez claires, et on peut d'ailleurs remarquer maintenant une coloration plus intense chez certaines, bref, on en parlera plus tard, on peut remarquer qu'elles ouvrent les cocons pas spécialement tôt, mais on voit que l'ouvrière est dépourvue de coloration, ce qui est totalement normal, mais ici c'est encore plus flagrant parce qu'elles sont vraiment très très claires. Alors ça c'est hyper intéressant, moi ça me plaît beaucoup quand je remarque les jeunes ouvrières dans la colonie, et sachez que des jeunes ouvrières comme ça qui viennent au monde, contrairement à nous qui avons, je vais dire, une évolution bien différente, à peine 1-2 heures après leur naissance, voire peut-être une journée, elles vont direct se mettre au travail et s'occuper de la progéniture et du couvain également. Enfin bref, ça c'est vraiment juste incroyable. La façon dont, je vais dire, c'est organisé une colonie de fourmis dont chacune prend son rôle à cœur immédiatement. Alors,
il y a aussi des moments où dans les premiers instants, vous pourrez remarquer que cette jeune ouvrière sera transportée par d'autres, baladée de gauche à droite. Mais c'est tout simplement parce que celle-ci va par exemple partir à la découverte de cet environnement qu'elle ne connaît pas encore, et lorsqu'elle va dans un lieu qu'elle n'a pas à être, tout simplement, une ouvrière qui a de l'expérience, qui a du vécu, etc., peut parfois tout simplement l'attraper par les mandibules, ce qu'on appelle un transport social, et la ramener directement là où se trouve généralement le couvain et la reine. Parce que oui, les jeunes ouvrières, en général, sont conviées aux tâches de nourrissage pour les ouvrières, et aussi également s'occuper de ce couvain, de le laver, donc vous allez les voir lécher régulièrement justement tous les œufs, les larves, etc., leur donner à manger via la trophallaxie, etc. Généralement, c'est la première étape dans la vie d'une fourmi. Alors ce n'est pas le cas pour toutes les espèces, ni même une certitude absolue, mais c'est le schéma classique qu'on peut observer. Ça c'est hyper intéressant. Ceux qui ne le savaient pas également, généralement les ouvrières plus vieilles sont donc envoyées en extérieur pour la collecte de nourriture, parce que, disons que ce sont des potentielles pertes acceptables, étant donné que leur état de santé est déjà plus avancé, même si elles sont en parfaite santé, elles sont tout de même plus âgées, et par conséquent, disons que dans une colonie de fourmis, c'est une perte plus acceptable, sachant que en nature, tous les jours, une colonie de fourmis perd des ouvrières, parce qu'elle va croiser un individu qui fait que potentiellement elles vont s'attaquer, elle va être surprise par une araignée, elle va tomber dans de l'eau par exemple, être tout simplement prise dans une matière visqueuse, enfin bref, en nature il y a une multitude d'éléments qui peut rentrer en considération et mener à la mort d'une simple ouvrière. C'est également pour ça plus tard qu'on peut observer des majors en extérieur, parce que avec l'âge et la quantité, il est fort probable que certaines espèces envoient même des majors en extérieur. Et puis bien sûr il y a d'autres moments où il y a un recrutement qui se fait pour transporter de la nourriture ou d'autres détails dans ce genre. Par exemple, je pense à Noptitlasius en Belgique, il est fort probable que vous ayez déjà vu des sortes de petites guerres entre deux colonies, et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que j'ai déjà pu filmer dans une des vidéos sur cette chaîne un moment où des Lasius SP noirs, donc des fourmis noires classiques que vous connaissez, s'en prenaient justement à une colonie de fourmis jaunes. Et donc le but était, c'est qu'elles entouraient les sorties du nid des fourmis jaunes, quand une de celles-ci sortait, et ce qui est plutôt rare, elles l'attrapaient directement, et certaines tentaient même de rentrer dans le nid pour faire une incursion. Donc, enfin bref, parfois c'est fascinant vraiment. Ici bien entendu nous sommes bien loin de tout ce qui est naturel, hein. On est en élevage donc il faut vraiment s'enlever ça de la tête malheureusement, même si on veut leur donner des conditions pseudo-naturelles, tout ce qu'on utilisera ne sera pas d'importation parfaite, c'est-à-dire j'entends par là que des fois on met du substrat, on se dit ah ben tiens elle a besoin d'un substrat un peu tropical machin ci là, des fois celui-ci vient d'Amérique je ne sais où alors que techniquement on devrait en avoir d'Asie, enfin vous voyez, donc voilà, pour moi lorsqu'on sort vraiment du contexte, qu'on est vraiment dans l'élevage, malheureusement on peut plus parler de naturel, de quoi que ce soit. On peut essayer bien entendu de reproduire des éléments connus pour mettre dans les meilleures conditions nos élevages notamment et nos fourmis, mais je vous avoue que à partir du moment où c'est dans un nid, c'est un nid, un aquarium, une cuve en verre ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien de naturel à tout ça, vous voyez l'idée. Après bien entendu ce n'est que mon avis, hein, mais je veux dire c'est souvent je pense que c'est une réponse un peu facile pour des gens qui n'ont pas d'arguments de dire ouais mais c'est pas naturel. Même en fait si vous essayez de refaire du naturel à partir du moment où vous avez prélevé une reine en nature, malheureusement il n'y a plus rien de naturel, c'est comme ça, faut l'accepter. Bref. Après est-ce que ça fait de nous des criminels ou autres? Absolument pas. N'oubliez pas que sur certaines études, il démontre clairement que lors des semages de certaines espèces, on a seulement 5% environ de reines qui vont survivre, et moins que ça qui vont mener à bien une colonie. Donc dites-vous que par moment, le fait d'avoir 1, 2, 3 reines à la maison provenant d'un essaimage de 1000 reines, en soi vous pouvez vous estimer les avoir sauvées, hein, potentiellement, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu égoïste comme réflexion, j'ai envie de dire, parce que pourquoi pas leur laisser leur chance en nature en soi. Mais bon, ça c'est la vie, on va pas rentrer dans un débat qui pourrait être éternel, parce que à ce moment-là, on n'en sort plus, clairement. Mais voilà. Si ça peut vous rassurer, des fois vous dire que potentiellement vous avez sauvé la vie d'une reine et lui offrir la chance, vous lui offrez la chance de fonder et de mener à bien sa vie,
certes dans un milieu qui n'est plus naturel, mais où vous allez tout de même les chouchouter. Et moi c'est un peu comme ça que je vois mon élevage, ma philosophie de faire. Je sais que les gens qui sont extérieurs à l'élevage de fourmis, souvent, bon, déjà on a les gens qui sont en mode des insectes, bon ceux-là on n'a même pas envie de parler avec eux. Si ils s'intéresseraient un minimum aux insectes, ils comprendraient qu'on en a bien besoin dans ce monde, mais bon bref, eux on va les mettre de côté. Et pour tous ceux qui sont un peu en mode ouais mais faut laisser ça dans la nature, et récemment j'ai vu un commentaire encore plus stupide, je me permets, je suis désolé, mais en disant oui pourquoi pas leur donner encore plus petit comme espace, un tube, vous trouvez ça normal pour une reine? Mais allô, je suis désolé, mais en fait, il faut se renseigner au préalable, apprendre, comprendre, et seulement après pouvoir parler. Par exemple, j'entends par là que, en nature, une reine, elle va pas se faire un palace, hein. Son but, ça va être de se faire une petite cavité ou de trouver un lieu déjà creusé ou quelque chose où elle va pouvoir vivre dans un petit espace sécurisé. Et en aucun cas, elle va essayer de se faire une chambre XXL de 125 mètres carrés, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois c'est vrai qu'on peut avoir des remarques qui sont un peu stupides, je trouve, de gens qui ne connaissent rien malheureusement, mais qui estiment que avoir un petit insecte dans un tube en verre, c'est vraiment un drame. Alors que ces mêmes gens ont potentiellement 8 chiens, 4 chats, 23 lézards, enfin vous voyez l'idée. Bref, c'est un débat éternel comme je dis, et je ne suis pas là pour donner un avis ou critiquer qui que ce soit. Je veux juste dire par là que parfois c'est mieux de réfléchir avant de commenter, que ce soit ici ou n'importe où ailleurs, hein, parce que, en fait, si vous n'avez pas d'argument valable, mieux vaut se taire, je trouve. Enfin bref, tout comme quand on n'a pas de crédit scientifique et qu'on affirme des choses, là c'est pareil. Alors libre à chacun de donner son observation, de dire voilà moi j'ai observé ceci et vous êtes libre de faire ce que vous voulez derrière. Donc ça c'est une chose, c'est très bien parce que à ce moment-là on enrichit nos connaissances tous ensemble. Mais lorsqu'on vient sans aucune preuve scientifique et qu'on dit oui c'est contre nature de faire ça, l'exemple des polygynes notamment, hein, dans certaines espèces, là on a un problème parce que si tu n'as aucune preuve scientifique derrière et que tu te permets d'affirmer des choses, tu te mets dans tes torts. Enfin bref. Vous avez compris l'idée. Pour résumer cette jolie espèce, la naissance s'est très bien passée. On avance, on grandit, cette colonie grandit également. Et on se dit bien entendu à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.